Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM, le dernier de la semaine en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 25 janvier et à la une de cette édition, c'est une première sur le territoire. Ce matin, un rappel à la loi collectif a été organisé pour 26 femmes ayant enfreint l'article 216.6 du Code de l'environnement. Il s'agit de lavandières ayant été interpellées pour avoir lavé leur linge en rivière avec de la javel et de la lessive. Cette pratique très répandue sur l'ensemble de l'île comporte de nombreux risques, parfois méconnus des personnes qui en font acte. Une réalité qui a amené la justice à décider d'informer et d'avertir les lavandières plutôt que de leur faire encourir des poursuites allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Un sujet signé Marion Tellier qui s'est rendu en salle d'audience pour en savoir plus. À Mayotte, laver son linge dans l'eau de la rivière est une pratique tant courante que dangereuse. Les femmes utilisent pour ce faire du produit lessive ainsi que de la javel, bien que cela soit formellement interdit par la loi. Compte tenu de l'ampleur de ce phénomène et du danger qu'il représente pour l'environnement, 26 lavandières étaient ce matin convoquées au tribunal de grande instance pour un rappel à la loi collectif, une première sur le territoire. Effectivement, habituellement, pour d'autres infractions, nous choisissons un rappel à la loi par officier de police judiciaire ou par délégué du procureur. Aujourd'hui, le but était vraiment de marquer le coup et de préférer un rappel à la loi collectif directement par un substitut du procureur chargé du contentieux, précisément de l'environnement. Il n'était aujourd'hui pas question de quelconque condamnation au tribunal. En conséquence, rien n'apparaîtra dans les casiers judiciaires des convoqués. Le but est ici de les informer de l'infraction qu'elles ont commise. Des agents de l'ADAL étaient également présents dans la salle d'audience pour expliquer les risques liés à la pratique des lessives en rivière. Il y a un premier risque qui est le risque sanitaire, puisque comme on le sait, la javel c'est du chlore et ça peut mener à des intoxications ou bien à des problèmes cutanés tels que des brûlures. Et en cas d'ingestion de javel, notamment par des enfants à proximité des sites de lavage, on peut avoir des intoxications comme ça a été le cas par le passé. Le deuxième risque, c'est le risque environnemental, donc avec la mortalité des espèces et la rupture de la chaîne alimentaire, la perturbation de l'écosystème aquatique. Et enfin, je tiens à rappeler que les sites de lavage sont devenus de vrais dépotoirs avec le jet de macro-déchets tels que les bouteilles en plastique, les sachets et les vêtements. Ce qui est vraiment une catastrophe environnementale. Les 26 convoqués ont ensuite été avertis du risque pénal qu'elles pourraient encourir en cas de récidive. Si verser des substances nuisibles dans les cours d'eau ou la mer est passible de 75 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement, ces peines ne sont pas applicables aux lavandières. Elles pourraient cependant être condamnées à payer une amende de quelques centaines d'euros, se voir confisquer produits lessives et vêtements ou même effectuer un stage de sensibilisation à la protection de l'environnement. Lors de leur audition, certaines des femmes confessent avoir pensé que l'interdiction de laver son linge dans la rivière était levée. D'autres ont déclaré ne pas avoir d'alternative. La justice n'est pas totalement en dehors de toute réalité. Évidemment, j'ai bien conscience que toutes les personnes qui étaient présentes ce matin n'ont pas forcément accès à l'eau directement chez elles, n'ont pas forcément accès à une machine à laver, tout simplement, équipement que d'autres peuvent avoir chez eux. Donc le but, c'est qu'elles aillent chez de la famille, chez des amis, des voisins qui ont ce type d'équipement pour éviter d'aller en rivière déverser des produits, des substances nuisibles. Et ce qu'on a convenu également avec l'ADAL, c'est que pour l'instant, on accepte encore des lavages de linge en rivière s'il n'y a aucune autre solution, à partir du moment où seulement du savon est utilisé, puisque le savon est moins nocif pour l'environnement. Des projets d'alternatives sont en ce moment à l'étude pour faciliter la pratique de lessive hors des rivières. Parmi eux, l'association Yes We Can Net, actrice incontournable de cette évolution, compte à ce jour 2 laveries solidaires, l'une sur Petite Terre et l'autre sur Grande Terre. Comme évoqué lors de nos précédentes éditions, les faits de délinquance à Mamoudzou sont en hausse par rapport à la fin de l'année dernière. Une recrudescence constatée en premier lieu par les fonctionnaires de police. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le porte-parole de l'UNSA. Ali Badrou a expliqué les raisons de ce phénomène. En cause, la disparition progressive des gilets jaunes, mais également le manque de moyens matériels pour les policiers du département. Lundi, la préfecture dévoilera les chiffres de la délinquance et de l'immigration pour l'année 2018. Si les motifs de satisfaction sont réels, le compte n'y est toujours pas pour le syndicat UNSA Police. Au montage, Daniel Deragakura. Les chiffres de la délinquance font état d'une baisse de 30% des faits constatés entre le mois de janvier 2018 et les 2 premières semaines de janvier 2019. Cependant, entre le mois de novembre de l'année dernière et aujourd'hui, les policiers constatent une recrudescence des faits de délinquance au sein du chef-lieu. Malheureusement, ces derniers temps, on est encore une fois amené à avoir des difficultés
pour nous déplacer, lié à notre parc automobile, encore une fois, qui est insuffisant. Et le peu qu'on a, il suffit qu'il y ait une petite panne, on l'immobilise pendant un certain temps. Donc ce problème devient requérant et je comprends la population parce que c'est inadmissible qu'on en arrive là. Autre facteur à même d'expliquer cette recrudescence des faits de délinquance lors des dernières semaines, la fin des bénévoles aux Gilets jaunes qui appuyaient jusqu'alors les policiers dans leur mission. Les Gilets jaunes ont eu un rôle là-dessus, mais il fallait s'y attendre, c'est clair, c'était du bénévolat. Il était impossible, inconcevable de s'attendre à ce que ça soit... que ça dure comme les impôts. Que ça dure éternellement. Personne n'est capable de veiller chaque nuit, de 22h à 4h du matin, chaque nuit, alors que ce sont des gens qui ont des familles, qui ont... Voilà. Après, bon, je comprends apparemment qu'il y ait des polémiques là-dessus, parce que certains s'attendaient certainement à ce qu'ils soient régularisés. Certains gilets jaunes, hein. Oui, vu leur implication pour faire régner la sécurité dans leur secteur. Mais malheureusement, faire partie d'une association ne donne pas systématiquement droit à une régularisation. Selon l'UNSA, la délinquance est en majorité le fait de jeunes âgés entre 15 et 22 ans issus de l'immigration, qu'ils soient en situation régulière ou non. Quant à l'affirmation selon laquelle il s'agit principalement d'une délinquance de survie, Ali Badrou la réfute en bloc. La plupart de ces jeunes ont des parents. Les parents ne volent pas. Ce ne sont pas leurs parents qui volent. Et pourtant, ils ont à manger. La majorité de leur récolte, ils ne l'amènent pas chez eux. Même quand ils le vendent, ou parce que souvent, le produit des vols, c'est expédié chez nos voisins. Voilà. Mais la récolte, l'argent qu'ils vont récolter, ils ne l'emmènent pas forcément à leur foyer. C'est leur consommation personnelle en parlant d'alcool, de drogue, etc. Mais non, c'est pas... Pour vous, c'est pas une délinquance de survie? Ah non, mais du tout. Lundi matin, la préfecture organise un point presse afin de faire le point sur les chiffres de la délinquance et de l'immigration en 2018. S'ils seront sans aucun doute encourageants, les policiers attendent encore des moyens supplémentaires afin que la baisse de la délinquance s'inscrive véritablement dans la durée. De politique. Dans votre 19h, le 31 mars prochain, les sarkozystes de Mayotte et les départementalistes invitent l'ensemble de la population à fêter les 8 ans de la départementalisation de Mayotte. Des bus seront mis à la disposition de tous pour que cette fête soit à la hauteur des années de combat qui ont précédé ce 31 mars 2011. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Elad Chakrina, l'un des organisateurs de l'événement. Il est revenu sur cette départementalisation, souvent qualifiée de coquille vide. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Quels sont les moyens? Vous ne pouvez pas réussir à développer un territoire si les hommes et les femmes de ce territoire ne sont pas suffisamment formés comme il faut. Ce n'est pas possible. Depuis 2004, avec la décentralisation du Conseil général, les moyens ils étaient là. 2004 jusqu'à 2011. Vous savez, 7 ans. En 7 ans, vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas former de cadres, ce n'est pas possible. Certains ont été bien formés, mais malheureusement, nous n'en avons pas suffisamment. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est de dessiner un grand dessin pour justement le développement de Mayotte. Parce que même si les moyens financiers peuvent être là, mais maintenant, comment obtenir ces moyens financiers? Je donne juste l'exemple des fonds européens. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir des subventions pour aider nos entreprises qui souffrent actuellement? Alors qu'on nous dit qu'il y a 200 millions que nous avions pour les fonds structurels de 2014 jusqu'à 2020. Et une grande partie de cette enveloppe n'est pas encore consommée. Donc, on voit bien ici que on parle de coquille vide parce que justement, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de chef ici. Il n'y a pas de chef à Mayotte. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de chef et il n'y a pas d'ordre. C'est ça le problème. Un incendie au centre pénitentiaire de Majicavo, une opération de destruction de cultures implantées illégalement ou encore un appel à la grève générale le 5 février prochain. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 25 janvier avec au montage Leslie Vimenet. Mardi après-midi, un détenu incarcéré au centre pénitentiaire de Majicavo a tenté d'incendier sa cellule en mettant le feu à son matelas
Aucun des 3 prisonniers présents n'a été blessé, mais 2 gardiens ont fait les frais du pyromane. Ils ont dû être évacués vers le centre hospitalier après une intoxication aux fumées durant l'intervention. La surpopulation du centre pénitentiaire pourrait être à l'origine de cet incident. L'affaire a d'ailleurs eu le don de raviver la colère des syndicats qui, il y a quelques mois déjà, avaient exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis des conditions de travail. Suite à plusieurs affaires d'agression sur des gardiens, l'intersyndicale revendiquait déjà plus de sécurité, le remplacement des moyens de communication ou encore l'uniformisation des clés pour que tous les agents puissent intervenir dans les cellules. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a récemment annoncé que l'outre-mer prendrait une place importante dans le programme de rénovation des prisons et des maisons d'arrêt. Il reste à espérer que le centre pénitentiaire de Magicavo sera au cœur de ce programme. Hier, une opération de destruction de cultures implantées illégalement en forêt a été organisée sur les hauteurs de Vaïbé. Elle a réuni les services, ressources forestières du conseil départemental, l'ADAF, la brigade nature de l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national des forêts avec le soutien de la gendarmerie nationale. Cette opération a permis la destruction de cultures illégales sur une surface de 3 hectares. La lutte contre l'occupation du domaine forestier public permet le contrôle des atteintes aux couverts forestiers et la préservation des massifs, des monts et des crêtes, patrimoine naturel et environnemental de Mayotte. Ce type d'opération a vocation à être poursuivi sur d'autres parcelles de forêt publique. En effet, à l'instar des constructions d'habitations illégales, les autorités ont décidé de s'attaquer de front aux cultures illégales qui ne cessent de voir le jour aux 4 coins du département. Hier, la plupart des syndicats de l'éducation à Mayotte ont pris part à un mouvement de grève en réponse à l'appel national. Selon la CGT Éducation, au moins 250 manifestants se sont rassemblés devant le vice-rectorat et ont arpenté les rues de Mamoudzou, y compris des stylos rouges et des gilets jaunes. Une délégation intersyndicale a été reçue en fin de matinée par le secrétaire général et le chef de cabinet du vice-recteur. La CGT assure ne rien en retenir, tant, je cite, « le mépris de ce gouvernement est total et son manque de considération pour les élèves et les personnels de Mayotte évident. Seul le rapport de force pourra le faire plier ». Toujours selon le syndicat, plus de 20% des enseignants du second degré étaient en grève hier et plus de 35% des titulaires. De quoi motiver la CGT Éducation à suivre la grève nationale générale reconductible public-privé lancée par la CGT au niveau national pour le 5 février prochain. On poursuit cette édition avec les vœux 2019 du 4e vice-président du conseil départemental en charge du social. Ce matin, Issa Abdou Issa était du côté de l'ASE afin de revenir sur l'année 2018 en matière de médico-social. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les 12 derniers mois ont été source de grandes avancées pour ce domaine à Mayotte. S'il reste encore beaucoup à faire, 2019 apparaît déjà comme une année synonyme de grands projets permettant de rattraper les retards avec le reste du territoire national. Issa Abdou Issa nous a accordé un entretien pour évoquer ces chantiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Au montage, Leslie Vumenet. La part du budget du conseil départemental consacré au social est passée de 10 à 40% au cours de ce mandat. 2018 peut à ce titre être considéré comme une année phare en matière d'avancée sociale sur le territoire. C'est notamment le cas en matière d'aide sociale à l'enfance, avec des projets indispensables pour Mayotte qui ont vu le jour. Il n'y avait qu'un seul mode de placement, c'était les familles d'accueil lorsque nous sommes arrivés. Aujourd'hui, on est heureux de constater que ça n'est suivi. D'abord, on a consolidé l'existant, mais surtout, on est allé au-delà de ça pour avoir d'autres alternatives de placement. C'est ainsi que nous avons fait un appel à projet relatif à l'AMO, les activités éducatives à milieu ouvert, que nous avons externalisées. Là, on vient de retenir 2 structures pour porter 2 lots de MEX, les maisons d'enfants à caractère social. Là aussi, une mesure inédite ici à Mayotte. Ça y est, nous avons fait le jury et les attributions. On va officialiser ça assez rapidement. Et dans la foulée, nous avons lancé un appel à projet 1 de plus de la prévention spécialisée. Celui-là, il est en cours. On va faire le jury d'ici le mois de mars. Mais tout ça, nous avons lancé en 2018. Le social se couple également avec la notion d'éducation. À ce titre, en 2018, le pôle Solidarité a intégré dans son giron la médiation cadiale. Les cadis vont ainsi développer des actions afin de rappeler à la jeunesse les valeurs morales et prévenir toute forme de délinquance. Autre réussite en 2018, le rattrapage progressif avec les prestations sociales de droit commun. On a pas mal avancé, on a fait usage là aussi de
l'APA, l'allocation de la prestation de l'autonomie pour ce qui est des personnes âgées, les personnes âgées. Et ça a remplacé les allocations vieillesse Made in Mayotte qu'on appliquait ici. C'est valable pour la PCH, la prestation compensatoire du handicap. Ce sont des mesures de droit commun que nous avons demandées et obtenues. C'est aussi, c'est vrai, une conséquence du droit commun. Mais ici, ce qui relève de la normale et de la logique, eh bien, il faut se battre pour les avoir. Donc, ça y est, elles sont effectives, même si dans certains cas, ce n'est pas toujours à 100%. Je pense, par exemple, pour le RSA, où on est encore à 50% comparé au national. Donc, tout n'est pas réglé, tout n'est pas à 100%, tout n'est pas obtenu, mais c'est vrai qu'on se bagarre. Les choses sont encore loin d'être réglées, notamment en matière d'aide sociale à l'enfance. D'autant qu'à Mayotte, la circulaire Taubira n'est pas applicable. Cette dernière permet aux mineurs isolés d'être accueillis dans des conditions dignes de ce nom, quitte à ce que cela implique un changement de département. Issa Abdou Issa souhaite donc travailler sur l'application de cette circulaire tout en permettant aux mineurs isolés de retrouver leur famille, bien souvent repartie dans le pays voisin. 2019 pour nous, l'action sociale, c'est d'abord consolider tout ce que je viens de vous dire, tout ce que nous avons vécu et lancé. Dieu sait si ces chantiers étaient colossaux et nombreux. Consolider cela et aller plus loin. Je considère, moi, que s'agissant de la question de l'aide sociale à l'enfance, on ne règle jamais ce problème-là. C'est une question sensible, comme vous le savez. Mais je considère que les éléments qui étaient dans le schéma de l'enfance, pour l'essentiel, nous les avons atteints, nous les avons réalisés. Il faut maintenant aller plus loin. Moi, dans mon esprit, je pense qu'il faut se poser la question, et c'est ce que dit le plan Mayotte, au cas dévoilé la ministre des Outre-mer. Il y a un axe lié au social qui dit qu'il faut que les enfants retrouvent leur pays d'origine. Je crois que c'est le grand chantier de 2019. Inauguration de la caravane des droits, installation de nouveaux services et établissements sociaux et médico-sociaux, renforcement de la professionnalisation des travailleurs sociaux, autant de grands chantiers pour le domaine du social, au sein du département le plus pauvre de France. Avant de clore ce journal, je me tourne vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Bouchourane Loutoufi, qui est coordinateur du projet pour les CMEA. Bouchourane, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous ce soir pour évoquer la 3e édition de l'événement Msomona Dangatso, traduisez lire en s'amusant. De quoi s'agit-il exactement? Alors, cette initiative de Msomona Dangatso est venue depuis il y a 3 ans, par rapport au constat qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès aux livres, à la lecture. Donc, il y a plusieurs associations, 3 ou 4 comme ça, les CMEA, la Ligue de l'enseignement, l'ARL, Agence régionale du livre et de la lecture. La Croix-Rouge également. La Croix-Rouge aussi. L'association Hippocampe. Voilà. Vous accompagne. Alors, les associations Hippocampe, tout ça, c'est des participants. Mais ces 4-là, c'est ceux qui mènent le projet. Donc, du coup, le projet a 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase autour de la lecture, des jeux autour du livre pour sensibiliser aux enfants, leur donner le goût de la lecture, et une deuxième partie qui est l'écriture et l'illustration. Alors depuis septembre, ça a débuté, des enfants de 6 à 12 ans sont concernés. Comment ça se passe en fait? Comment ça se déroule cette 3e édition? Il va y avoir quelque chose samedi, on va en parler, mais comment ça s'est passé ces mois-là de travail avec les enfants? Comme les autres éditions, en fait, d'abord, c'est une formation action. On accueille d'abord les bibliothécaires et les membres d'associations qui viennent se former autour des activités autour du livre. Après, suite à cela, ils vont accueillir les enfants dans les bibliothèques pour mettre en place ce qu'ils ont appris. Et là, on amène vraiment le livre
aussi jusque dans les familles, parce que ces associations-là, ils sont en lien avec les enfants, mais aussi avec les parents. Donc, c'est ainsi qu'on touche aussi les parents et les enfants, parce qu'il y a aussi, dans la première partie, comme dans la deuxième, à chaque fois, il y a un temps fort. La première partie, c'est on fait un prix littéraire. Tous les enfants des différentes bibliothèques, ils votent, ils choisissent les livres qu'ils ont aimés, et puis ils se retrouvent tous ensemble pour voir quel est le livre qui a gagné dans Mayotte. Donc c'est quand même des journées très spéciales pour eux. Des enfants, donc il faut préciser, qui parfois ne sont pas scolarisés, parce que là, ça se passe pendant la période hors temps scolaire. Il y a aussi bien sûr des enfants scolarisés, donc on a un public hétérogène, on peut dire ainsi. Il y a ceux qui savent lire, ceux qui sont en difficulté, il y en a qui ne lisent pas du tout, et c'est pour cela que cette approche ludique de la lecture, les jeux, ça permet aux enfants de rentrer dans le livre, parfois juste avec les images, en lisant les histoires, en leur racontant un shimaoré, un kibushi. Donc ça leur permet de comprendre et de s'intéresser au livre. Et surtout, chaque enfant, après, il reçoit un livre qu'il amène à la maison. Donc ça fait un plus à ces enfants. Alors justement, ce travail de les amener, d'amener les enfants vers la lecture, c'est aussi le travail de ces animateurs qui ont été formés, notamment par Nassur Atoumani, qui ont été formés aussi par Thomas Bréant, un comédien. Voilà, il y a eu cette formation parce que c'est difficile d'amener les enfants à la lecture. Justement, est-ce qu'il y a aussi de la réceptivité au niveau des enfants là, que vous prenez en charge? C'est vrai qu'on se dit souvent, on parle souvent du niveau à Mayotte, mais les enfants sont très curieux. Et j'imagine que justement, ils s'intéressent plus facilement qu'on ne le croit. Si. Comme chaque année, il y a un thème. La première année, c'était autour de l'ouverture vers l'autre, la tolérance. La deuxième année, c'était plus autour de la liberté d'expression, des droits. Ici, cette année, c'est autour de l'humour, du rire. Donc, on comprend pourquoi Nassur Atoumani, Thomas Bréant et Pierre Moreno, tout ça. Il y a aussi Joseph Massayo, un conteur aussi, qui intervient dans ce projet, dans cette partie-là, parce que Nassur Atoumani, il a accompagné les animateurs dans le cadre de l'écriture. Donc, et comment les différentes étapes pour écrire une histoire, et puis il y a une partie mise en scène accompagnée par ces professionnels du théâtre ou de livres tout court. Parce que justement, depuis septembre, ce travail, il a amené donc un spectacle d'histoire drôle que les enfants vont présenter ce samedi à Kawani. Voilà, donc les enfants, ils ont écrit leur histoire. Ils ont fait des ateliers régulièrement accompagnés par ces personnes. Donc le texte est fini. Après, ils ont mis en scène. Donc ils ont fait un travail de mise en scène et demain, c'est la restitution. Comme pour la première partie, il y a un temps fort, ben demain, c'est le temps fort de la deuxième partie où ils vont présenter leur spectacle aux autres, mais ils vont pouvoir aussi voir les spectacles des autres. Donc c'est aussi cet esprit d'échange, de communication qui est aussi dans ce projet. On parlait dans le sujet précédent justement de cette prise en charge des enfants avec cette aide sociale à l'enfance qui est en pleine évolution. C'est quelque chose de primordial à Mayotte, on le sait aujourd'hui. Vous travaillez justement avec des partenaires institutionnels tels que l'Éducation nationale pour amener les enfants vers la lecture parce que voilà, lorsqu'ils sont justement dans ces bibliothèques, eh ben, ils ne sont pas ailleurs. Et ça, c'est fondamental. On connaît ces problématiques d'oisiveté à Mayotte. Là, c'est une vraie réponse apportée que vous essayez d'apporter au quotidien. Tout à fait. Au niveau de présentation, justement, moi-même, je suis de l'Éducation nationale mise à disposition au CMEA. Donc, on voit l'effort de travail. Le CMEA, vous pourrez rappeler ce que c'est? Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Donc, on voit le travail de partenariat entre le scolaire et aussi les associations complémentaires à l'éducation nationale. Donc, effectivement, l'effort est fait à ce niveau-là pour donner à ces enfants-là un plus par rapport à ce que fait l'éducation nationale au niveau des efforts
de l'écriture et de la lecture. Comment ils sont choisis, ces enfants? On n'en a pas parlé. Vous les choisissez justement, comment vous allez à leur rencontre? Ce sont des enfants qui fréquentent déjà la bibliothèque ou vous partez vraiment à leur rencontre? Justement, l'idée ici, c'est de aussi faire venir de plus en plus des enfants dans les bibliothèques. C'est pour ça que travailler avec les associations, ces associations-là qui sont proches des enfants, donc eux, elles les amènent à la bibliothèque pour fréquenter la bibliothèque puisque les activités se passent à la bibliothèque. Est-ce qu'on peut rappeler un peu demain l'événement, l'heure? Ce sera à la MJC de Kaweni? Ce sera à la MJC de Kaweni, c'est à 10 h. Et voilà, il y aura un film, c'est-à-dire que le spectacle sera filmé et sera diffusé par des billets Internet. Et bien sûr, les médias sont invités aussi, pourquoi pas un jour les diffuser sur Kwezi. Eh bien, écoutez, c'est entendu. Et puis, on suivra cet événement. Et puis, on suivra aussi justement cette prise en charge des enfants dans les bibliothèques parce que c'est important. Et c'est aussi peut-être une réponse aujourd'hui aux problématiques de prise en charge de la jeunesse à Mayotte. Tout à fait, parce qu'effectivement, on a besoin, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il faut les accompagner et on voit là l'effort que fait justement nos partenaires financiers, la DGCS et la DAC à ce niveau pour donner un niveau de la lecture et de l'écriture pour que ces enfants-là ne soient pas en échec et même ceux qui ne sont pas à l'école, mais qu'ils arrivent à vivre aussi dans la société. Parce qu'il y a aussi beaucoup ici la question de la citoyenneté, de vivre ensemble, de pouvoir choisir. Parce que là, ce n'est pas seulement un espace de lecture, mais c'est aussi un espace d'échange entre les enfants. Quand ils choisissent vivre ensemble. Exactement. On emploie souvent ce mot, le vivre ensemble. Tout à fait. Quand il faut choisir un livre, pourquoi, donc des raisonnements. La première partie, ils vont jusqu'à voter comme les adultes, avec des bulletins. Et puis voilà. Donc c'est un espace aussi de citoyenneté. Bouchourane Loutoufi, merci. Je rappelle que vous êtes coordinateur du projet pour les CMEA. Et puis on viendra nombreux demain à la MJC de Kaweni. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.